Lorsque les Belges héritent du Rwanda, ils vont garder le système colonial que les Allemands avaient installé, en favorisant l'élite Tutsi. C'est donc la minorité Tutsi qui va diriger l'ensemble du pays et qui va donc diriger la majorité Hutu. La première gaffe que les Belges vont commettre, en fait, c'est de figer ces catégories sociales. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que, dorénavant, un Tutsi et les Hutus, ce sont des ethnies différentes et plus des catégories sociales. Et ils vont, d'ailleurs, amener avec eux la carte d'identité et les ethnies Tutsi, Hutu et Twa seront donc ainsi figées. Ce n'est jamais bon de mettre des gens dans des cases et de figer une société comme cela, parce que forcément, un Hutu ne peut plus devenir Tutsi, ce sera maintenant uniquement via l'hérédité, et ça va donc amener des tensions, de la jalousie, et quelque part les premières violences contre les civils. Alors, on a parlé de la Première Guerre mondiale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le continent africain va aussi être beaucoup impliqué, pour des raisons similaires. C'est-à-dire que toutes les métropoles vont engager des troupes et vont essayer donc d'aller chercher des Africains pour se battre sur le continent européen d'une part, au départ, et puis aussi au sein de l'Afrique, eh bien, il va y avoir toute une série de conflits entre les forces de l'Axe allemandes et les Alliés. Au niveau ces combats, on arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on arrive à la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et une volonté d'indépendance de tous ces pays qui sont colonisés, volonté qui existait depuis longtemps, mais qui s'est affirmée avec cette Seconde Guerre mondiale. Parce que les différents pays qui étaient colonisés se sont impliqués dans cette guerre et souhaitent maintenant vouloir avoir leur indépendance. C'est ainsi qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale et aussi sous l'impulsion des organisations internationales, eh bien, un vaste mouvement de décolonisation se lance un petit peu partout dans le monde. Il y a une date qu'il faut peut-être retenir, c'est 1955, la conférence de Bandung, où il y a vraiment cette volonté de plus en plus affirmée dans tous les pays d'Afrique et du monde de vouloir courir vers cette indépendance. La Belgique est dans les nations victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a gardé ses colonies, et donc, c'est-à-dire essentiellement le Congo et le Rwanda et le Burundi. Le Congo, eh bien, suite à une série de processus que nous n'allons pas détailler ici, eh bien, accède à son indépendance en 1960. Le Rwanda aura, lui, à partir de 1959, des premières luttes pour son indépendance, nous le verrons. Parallèlement à ce phénomène de décolonisation, et particulièrement à partir des années 60, eh bien, va se greffer sur le continent africain le contexte de la guerre froide. C'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 40, les tensions entre les alliés qui étaient les États-Unis et l'URSS se font de plus en plus importantes, avec derrière ces deux grands blocs une idéologie, d'un côté le communisme et de l'autre côté un capitalisme. L'Afrique, avec toutes ses richesses et toutes ses ressources, est un enjeu pour les grandes puissances, et aussi les différentes idéologies sont une source d'inspiration, et particulièrement l'idéologie communiste est une source d'inspiration pour une série de révolutionnaires en Afrique. Ça sera le cas notamment au Congo pour Lumumba. Ces deux éléments, la décolonisation et la guerre froide, mettent l'Afrique dans un contexte guerrier et dans un contexte de conflit qui perdurera durant toute cette deuxième moitié du XXe siècle. À partir de la période de la décolonisation au Rwanda, la situation politique va considérablement évoluer, va considérablement changer. C'est-à-dire que les Hutus, qui pour rappel sont majoritaires, vont se rendre compte en fait que ce n'est plus logique qu'ils soient dirigés par une minorité Tutsi. Ils vont donc créer un mouvement politique
et ils vont créer ce qu'on appelle le manifeste des Bahutus. Donc ils vont énumérer une série de choses qu'ils veulent voir dorénavant appliquées dans le pays. La Belgique va tourner sa veste à ce moment-là, avec notamment la pression de l'Église catholique qui estime que les Tutsis ne sont pas facilement malléables, ne sont pas facilement convertibles. Les Belges vont alors appuyer le mouvement Hutu et vont évincer le mouvement Tutsi. Il y a là forcément des débuts de tension, parce que les Hutus ne seront pas satisfaits de cette prise de pouvoir par les Tutsis, et ils vont donc essayer de reprendre le pouvoir par la force. Ce qui va amener à des premiers massacres de civils Tutsis en représailles à ces donc différentes tensions. Le premier président rwandais est un Hutu du Sud, parce que entre Hutus, du Nord et du Sud, il n'y a pas forcément une bonne entente. Et ce premier président est le président Kayibanda, qui, comme je viens de le dire, est un Hutu du Sud, et qui va privilégier forcément tous les Hutus qui sont au sud du pays. Dans les années 70, il y aura un autre coup d'État, et c'est un Hutu du Nord, le président Juvenal Habyarimana, qui prendra donc le pouvoir par la force. Le président Habyarimana va faire appel à la France pour soutenir son pays, pour aider son pays, et c'est le président français de l'époque, François Mitterrand, qui va lui accorder 100% de crédit. La situation entre les Hutus et les Tutsis devient de plus en plus tendue. On peut clairement parler maintenant de haine entre ces deux ethnies, parce que, voilà, maintenant, ils sont considérés comme ethnies. En 1963, eh bien, il y aura une grande vague de pogroms, c'est-à-dire de massacres perpétrés par les Hutus contre les civils Tutsis. Comme à chaque fois, lorsqu'une population civile est prise pour cible et de manière très violente, le réflexe humain, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de fuir. Nous allons donc à ce moment-là observer une grande phase de migration de la population civile Tutsi vers les pays africains qui sont leurs voisins, tout simplement les pays qui sont donc autour du Rwanda. Et l'Ouganda, principalement, est un lieu que les réfugiés Tutsis choisissent, parce qu'on va retrouver donc au nord du Rwanda, en Ouganda, pas moins de 200 000 réfugiés Tutsis. En 1973, donc, Habyarimana arrive au pouvoir et la situation vis-à-vis des Tutsis ne va pas évoluer que du contraire. Régulièrement, il y a des massacres de civils Tutsis qui se font. Dès que quelque chose ne va pas dans le pays, c'est bien simple, les Tutsis sont pris pour cible, ils sont pris comme bouc émissaire. À la fin des années 80, les réfugiés Tutsis en Ouganda veulent revenir au pays, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils n'ont jamais été totalement acceptés en Ouganda. Il y a eu différents dictateurs qui se sont succédés. Certains étaient pour l'accueil de ces réfugiés Tutsis, d'autres l'étaient moins, tout simplement. Ce qui veut dire que ces réfugiés Tutsis ne peuvent pas devenir propriétaires terriens là-bas, ils ne peuvent pas avoir la nationalité ougandaise, et donc en gros ils ne se sentent pas chez eux, et ils aimeraient revenir donc tout simplement au Rwanda qu'ils ont quitté il y a presque 30 ans. Ce que le président Habyarimana va purement et simplement refuser. Il estime que ce ne sont plus des Rwandais, que certains ne sont même pas nés au Rwanda, que d'autres ne parlent pas la langue du Rwanda. Donc pour eux, ce ne sont pas des citoyens rwandais. La conclusion est facile à trouver et facile à comprendre. En octobre 1990, les réfugiés Tutsis décident de revenir au pays, mais par la force. C'est le début de la guerre civile. En plus de cette situation de haine ethnique, vient se greffer au Rwanda des difficultés économiques et sociales. En effet, durant les années 80, le prix du café et le prix du thé vont baisser de façon drastique. On constate une diminution de 30% du prix du café entre 1985 et 1988 et de 40% du prix du thé. Pourquoi ? Eh bien parce que le système
poussé par les États-Unis, le système capitaliste, décide de mettre fin au système des quotas qui existait, qui faisait en sorte que chaque pays avait une certaine production définie de café, à un système de libre concurrence qui répond à l'offre et à la demande. Ce qui fait que des petits pays comme le Rwanda sont assez désavantagés. En plus, des situations plus locales rendent les choses compliquées. Une usine importante, Somirwa, qui produit de l'étain, va faire faillite, mettant 8000 travailleurs sur la paille, ce qui aggrave la situation compliquée d'un point de vue économique du Rwanda. Les institutions internationales vont tenter d'aider le Rwanda, mais les recettes qu'elles proposent, et particulièrement le FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, vont plutôt plonger un peu plus le Rwanda dans la crise. Ils vont en effet leur proposer des aides financières, mais en échange d'une politique d'austérité. Ce qui fait que le financement des écoles, le financement de soins de santé, le financement des fonctionnaires diminue, contribuant à mettre à mal la situation économique du pays. On calcule cette situation notamment grâce au PIB. Le PIB par habitant au Rwanda entre 1983 et 1990 baisse d'environ 30%, ce qui est tout à fait considérable. L'agriculture, enfin, d'un point de vue économique, baisse également durant cette période. On considère que, alors qu'en 1984, l'agriculture rwandaise parvenait à produire environ 2000 kilocalories par habitant, eh bien, en 1991, on n'est plus qu'à 1500, donc, c'est-à-dire un quart de cette capacité. Cette situation, à cette situation s'ajoute un élément démographique. La culture et notamment la religion catholique présente au Rwanda incite à ce que les naissances, à ne pas contrôler les naissances. Ce qui fait que la contraception est interdite ou mal vue et que les différentes politiques de contrôle des naissances ne sont pas du tout gérées. Ce qui fait que le Rwanda se retrouve dans une situation de surpopulation avec une moyenne de 8 enfants par femme, ce qui en fait une des moyennes les plus élevées au monde. Alors que, d'un point de vue sanitaire, le Rwanda, comme d'autres pays du monde à cette époque, se voit confronté à une épidémie de sida qui contribue à mettre un peu plus les personnes dans la misère. C'est ainsi que dans ce début des années 90, eh bien, toute une série de paramètres sont au rouge pour la situation rwandaise, avec une jeunesse qui est désabusée, avec une série de personnes qui n'ont pas de perspective, avec un creusement des inégalités, et ça fera évidemment un terreau propice aux événements du début des années 90. Rwanda nziza gihugu cyacu uje imisozi ibiyaga n'ibirunga ngo byiduhetse nahoranisha reka tukurate tukuvuge ibigwi wowe tubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye berwa sugira si